Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, je suis absolument ravie de vous souhaiter la bienvenue pour cette conférence de 2 jours, conférence qui porte le joli titre « Ensemble, regard international sur l'éducation inclusive ». Et tout de suite et sans attendre, parce qu'ils sont déjà derrière ce rideau, merci donc d'applaudir tout d'abord le ministre de l'Éducation nationale et depuis 2 jours ministre de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer. Merci de prendre place, Monsieur Blanquer. Ainsi que la secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel. La voici. Et nous sommes absolument ravis d'accueillir également le secrétaire d'État portugais de l'Éducation, Monsieur João Costa. Juste un petit mot d'organisation pour vos casques. Donc, c'est bien Canal 1, c'est le français. Channel number 2 is English. Et pour l'espagnol, que je ne parle pas, c'est Canal numéro 3. Merci donc de bien régler vos casques. Et sans attendre, je demande maintenant le maître des lieux, si j'ose dire, pour un mot de bienvenue. C'est le président de l'Univers Sciences, l'établissement public du Palais de la Découverte et de la Science, de la Cité des Sciences et de l'Industrie, Bruno Macquart. Le voici. Bonjour. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement heureux et fier de vous accueillir ce matin à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Un lieu de culture et de science, un lieu destiné à mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et à mieux participer à celui de demain. Un lieu ouvert à tous, un lieu pour tous, d'où son beau nom de cité. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir choisi pour organiser ce colloque notre établissement qui réunit avec le Palais de la Découverte au sein d'Univers Sciences est l'un des premiers musées de France par sa fréquentation qui avoisine les 3 millions. Il se trouve que nous sommes également l'une des premières destinations culturelles parisiennes pour les publics relevant du champ de l'accessibilité. Être ouvert à tous, c'est notre mission d'opérateur public. L'État attend de nous que nous donnions l'exemple. J'en veux pour preuve l'exposition Corps et Sport qui a ouvert ses portes mardi dernier. Elle accorde une large place au handisport en donnant notamment la parole à des sportifs que l'on entend encore trop peu. Faciliter l'accès de tous à nos offres, c'est une ardente obligation que notre maison s'est fixée dès les origines. Accessibilité des lieux, accessibilité des offres, sur place et de plus en plus en ligne, autant de sujets sur lesquels nous réfléchissons depuis de nombreuses années, autant d'actions que nous menons. D'abord, dans nos expositions, je vais rapidement prendre l'exemple de l'exposition Feu, qui est présentée quelques étages plus haut. Évidemment, commençons par les normes réglementaires PMR, elles sont prises en compte dès la conception de l'exposition. Continuons par les adaptations qui viennent compléter notre dispositif. Le public sourd et malentendant trouvera dans Feu 52 minutes de séquences vidéo en langue des signes. Et le public déficient visuel trouvera des cartels en braille, des objets à toucher, des contours d'écran, des schémas bigraphiques, des maquettes. Et puis nous proposons des accompagnements de visites spécifiques, dont un atelier de sensibilisation à la prévention incendie en langue des signes, ça n'existe pas beaucoup. Permettez-moi d'évoquer également une toute récente innovation que nous proposons à nos visiteurs sourds et malentendants. Nous venons, c'est une première, de mettre au point des lunettes de réalité augmentée permettant à ces visiteurs de profiter du planétarium, comme tout un chacun. Le sous-titrage en langue des signes est projeté en surimpression sur les lunettes et non sur un point fixe de la voûte, ce qui permet une totale liberté de la tête. Ce travail, mesdames et messieurs, nous ne le menons pas seuls. C'est pourquoi nous développons des relations étroites avec les relais associatifs, bien sûr, avec les structures d'accueil, en particulier en pédopsychiatrie, à même de nous aider à répondre aux besoins tels qu'ils sont. Nous accueillons par ailleurs dans nos effectifs des travailleurs handicapés. C'est la loi et nous nous y conformons, mais c'est surtout le moyen de disposer en interne de compétences rares et précieuses. Ce travail, nous le faisons aussi avec nos collègues des musées et des théâtres. Univers Sciences a été chargé par le ministère de la Culture de piloter la réunion des établissements culturels pour l'accessibilité qui regroupe 32 lieux de culture. Son premier forum s'est tenu avant-hier. Je remercie à nouveau Madame la Ministre de nous avoir rendu visite à cette occasion. C'est un nouveau signe fort, très encourageant pour nos équipes, du soutien de l'État. Comme l'éducation, qui va vous occuper les 2 jours qui viennent, la culture est un droit humain.
Et Univers Sciences, vous l'avez compris, travaille au quotidien pour lever les freins à la non-pratique culturelle. Car nous faisons nôtre l'idée simple que vous partagez, j'en suis sûr, que ce que l'on fait pour une personne en situation de handicap bénéficie plus largement à tous. Éducation inclusive, culture inclusive, même combat. Je suis donc très heureux de céder la parole à Monsieur le ministre, non sans vous souhaiter au préalable des échanges aussi fructueux que passionnants. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Maka. Je voudrais aussi souligner qu'aujourd'hui, il y a 14 pays qui vont participer et qui sont représentés durant ces 2 jours de travaux très denses qui nous attendent, avec notamment 4 tables rondes, 2 cet après-midi et 2 demain. Et ce matin, donc, beaucoup de mots de bienvenue et de savoir autour de l'éducation inclusive et aussi un grand témoignage, donc je ne vais pas encore vous dire lequel. Donc, j'ai aussi le plaisir de saluer en particulier Madame l'ambassadrice du Danemark en France, Kirsten Meiling Biring. Merci de l'applaudir parce qu'elle est venue exprès. Ainsi, Madame la déléguée générale du Québec, Madame Lynne Beauchamp, elle aussi, elle mérite un applaudissement. Et les représentants des ambassades de Finlande et de Suède. Mais maintenant, sans attendre, merci de ne pas applaudir, c'est gentil. Maintenant, sans attendre, je passe donc la parole au ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer. La parole est à vous. Bien, Madame la ministre, chère Sophie Cluzel, Monsieur le secrétaire d'État à l'éducation du Portugal, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les ambassadrices, Mesdames et Messieurs les recteurs et rectrices, et Madame la haut fonctionnaire en charge de l'école inclusive, chère Martine Caraglio, que je cherche du regard et que je tiens à remercier tout particulièrement parce que cette journée lui doit beaucoup. Je suis évidemment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour ouvrir cette grande réflexion sur l'école inclusive. L'idée de se réunir dans ce format aujourd'hui, de cette façon, dans un lieu aussi emblématique, et je remercie le Président pour son accueil, ainsi que pour ce qu'il vient de dire de l'action menée ici, grâce à la science et grâce aux technologies, au service des personnes en situation de handicap. L'idée donc de se réunir ici dans ce format, c'est-à-dire un format européen et international, nous est venue avec Sophie Cluzel, notamment lorsque nous avons discuté avec les représentants de l'ONU sur l'enjeu de l'inclusion et de l'école inclusive. Parce que nous nous disions que les enjeux sont d'abord et avant tout des enjeux qualitatifs, des enjeux de qualité des politiques publiques menées, et que pour avancer en la matière, et c'est vrai aussi dans toutes les matières, eh bien on avance mieux à plusieurs, et on avance mieux en s'inspirant des meilleures pratiques européennes et internationales. Nous attendons donc beaucoup de cette journée parce qu'elle doit nous permettre d'avoir un exposé de ce qui se fait de mieux. Et c'est pourquoi je suis particulièrement reconnaissant au secrétaire d'État à l'éducation du Portugal d'être présent parmi nous. Et je salue aussi l'ambassadeur du Portugal parce que le Portugal est un pays que nous regardons de plus en plus pour ses réussites en matière scolaire. C'est vrai de façon générale puisque le Portugal a obtenu des progrès très importants ces dernières années. Et c'est intéressant de regarder quels sont les facteurs de cette réussite, et que le Portugal, sous votre houlette, Monsieur le secrétaire d'État, a progressé aussi en matière d'école inclusive, et que je suis certain que nous pouvons nous inspirer mutuellement sur les progrès que nous souhaitons. Je voudrais vous remercier d'être venus si nombreux, des 4 coins du monde aujourd'hui, parce que vous savez, comme nous tous, ici en France, que quelle que soit la langue que l'on parle, quel que soit le lieu du monde où on se trouve, il y a des problèmes communs pour les écoles, parce que toutes les écoles, où qu'elles se trouvent, appartiennent en réalité au même continent, le continent du savoir, et donc le continent du progrès individuel et du progrès collectif. Elles relèvent aussi du même idéal. S'il y a des écoles partout dans le monde, c'est parce que nous croyons à la perfectibilité de l'être humain, parce que nous savons que tout homme naît et grandit grâce aux autres hommes, et que ainsi, l'école est au cœur de ce qui est l'enjeu humain par excellence, c'est-à-dire la possibilité de croître grâce aux autres. Et bien entendu, ceci doit se réaliser, quelles que soient nos différences, quelles que soient nos difficultés, quels que soient nos atouts. C'est pourquoi l'enjeu de l'école inclusive, nous le savons tous, et c'est aussi ce qui nous réunit, est l'enjeu de l'école en général.
parce que si l'école est capable d'inclure les élèves en situation de handicap, en réalité, elle dit quelque chose sur elle-même qui va au-delà de la question du handicap, c'est-à-dire sa capacité à avoir des parcours personnalisés pour tous les élèves. Aujourd'hui, nous sommes donc réunis pour échanger sur nos pratiques, pour progresser collectivement dans l'accueil des élèves en situation de handicap. C'est un sujet qui est complexe. Et de ce point de vue-là, il faut se défier de toutes les formules simplistes, de toutes celles et ceux qui pourraient prétendre que, par un coup de baguette magique, nous réussirions à passer de situations difficiles à des situations faciles. Tous ceux qui travaillent sur ce sujet, tous ceux qui vivent ce sujet, je pense bien entendu particulièrement aux familles concernées, savent parfaitement que le sujet est complexe, dans le plein sens de ce mot de complexité, qui n'est pas un sens péjoratif, mais qui renvoie au fait qu'il est multifactoriel et qu'il nécessite du travail collectif, du travail d'équipe, des solutions multiples et une capacité à personnaliser les solutions. C'est aussi un enjeu d'état d'esprit. La création d'une école inclusive nécessite une révolution des esprits et une transformation de nos systèmes scolaires. Dans le cas de la France, cette révolution a commencé il y a plusieurs années. Elle est insuffisante, nous en sommes parfaitement conscients, mais je voudrais rendre hommage à tous ceux qui, depuis 20 ans environ, il est difficile de faire une datation et je ne la ferai pas, mais depuis une vingtaine d'années, au fil des différents gouvernements, ont contribué à ce que progresse ce sujet. Le fait qu'il ait progressé n'est pas suffisant en soi. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation que je qualifierais d'intermédiaire et nous devons donc avancer et la journée d'aujourd'hui va nous permettre de le faire. Nous avons l'obligation d'aller le plus rapidement possible pour répondre aux besoins des familles et des élèves. L'objectif aujourd'hui n'est pas de réfléchir pour réfléchir. L'objectif, il est évidemment d'agir. Mais cette transformation ne se fait pas en un jour car elle nécessite de traiter un nombre considérable de questions. J'en citerai quelques-unes. D'abord, l'accompagnement des familles dans leur démarche. Ensuite, l'accueil personnalisé des élèves, bien entendu. La transformation du métier d'accompagnant. L'adaptation des locaux et du matériel pédagogique. La coordination de tous les acteurs. Autant de sujets auxquels nous sommes attelés avec Sophie Cluzel depuis que nous sommes arrivés au gouvernement et qui ont déjà connu des premiers progrès et qui vont en connaître d'autres grâce à la rentrée que nous venons d'avoir, mais aussi à la rentrée suivante et aux rentrées qui se succéderont, pour lesquelles nous voulons programmer une action publique volontariste qui permette de résoudre les différents problèmes qui se présentent. Ce que je voudrais d'abord souligner, c'est le fait qu'il s'agit, vous le savez, ça a été dit très souvent par le président de la République lui-même, il s'agit d'une priorité gouvernementale. Le gouvernement français en a fait une priorité, car il est nécessaire d'accélérer le mouvement. Je rappelle que lors du débat de l'entre-deux tours, lorsque le futur président de la République était interrogé sur la question qu'il voulait mettre sur la table dans l'ensemble des problématiques de politique française, des politiques publiques françaises futures qu'il voulait mettre en œuvre, il a choisi un sujet. Le sujet qu'il a choisi, c'est celui qui nous réunit aujourd'hui, le sujet du handicap. C'est donc très clairement au premier rang des politiques publiques. Et comme lorsqu'on lui demande quel est son premier chantier, il dit que son premier chantier, c'est l'éducation, eh bien, à la croisée du premier chantier et de la première priorité, il y a l'accueil des élèves en situation de handicap à l'école. Dans les 10 dernières années, il y a donc eu des progrès, puisque le nombre d'élèves accueillis est passé d'environ 100 000 en 2006 à près de 350 000 en 2018. Et je n'ai évidemment aucune difficulté, j'ai même, pour tout dire, un certain plaisir à le dire. C'est un sujet qui a traversé les gouvernements. C'est pour cela que je l'ai dit ce que j'ai dit précédemment, et c'est pour ça que je continuerai à le dire. C'est un sujet qui doit transcender les clivages politiques. C'est un sujet sur lequel nous sommes simplement des femmes et des hommes de bonne volonté voulant faire progresser la France. Et nous sommes évidemment simplement décidés, avec ce gouvernement, d'aller plus vite, plus loin, plus fort, grâce à l'union de toutes les énergies. C'est pourquoi il faut d'ailleurs se défier de tous ceux qui cherchent à créer des polémiques sur ces questions. Qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des plaintes, c'est bien normal. C'est bien normal et nous sommes là pour les entendre et pour travailler. Qu'on cherche à les exploiter dans de vaines polémiques, non seulement c'est inutile, mais c'est très contre-productif, alors même que notre but est d'unir la société française autour de cet enjeu. Il y a eu donc un triplement, plus qu'un triplement, du nombre d'élèves accueillis en 10 ans. Par ailleurs, le nombre d'élèves scolarisés dans le second degré a, lui, été multiplié par 5. C'est donc un chemin réel qui a été accompli. Mais nous devons faire plus, c'est évident. Parce que nous voulons, d'un point de vue qualitatif, que l'école française soit
pleinement inclusive. Depuis un an, nous travaillons à la réalisation concrète de cet objectif. Cela passe par un investissement massif dans le recrutement des accompagnants. Je rappelle que nous créons en 2019 12 400 nouveaux emplois d'AESH. C'est déjà programmé dans le projet de loi de finances que nous présentons au Parlement. Et nous avons, vous le savez, créé 11 000 emplois d'AESH en cette rentrée. Il y a moins de contrats aidés, plus d'AESH. C'est donc l'accomplissement d'un engagement que nous avons pris, qui est la fin de contrats précaires en matière d'accompagnement des élèves en situation de handicap et l'émergence progressive et rapide de contrats plus robustes et donc d'un contrat unique pour l'accompagnement des élèves en situation de handicap, contrat sur lequel nous pouvons travailler quant à ses caractéristiques pour que les personnes qui l'occupent soient pleinement sécurisées dans cet emploi et puissent, sur le plan qualitatif, toujours évoluer. C'est le sens aussi, évidemment, de différents progrès qui sont en train de s'accomplir. Je pense donc à la qualité des contrats offerts aux accompagnants, et puisque pour la première fois, le nombre d'accompagnants ayant le statut d'AESH a dépassé celui des emplois aidés qui était majoritaire jusque-là. Il y aura une amélioration de la formation des professeurs et des accompagnants. D'abord, en construisant des parcours de formation continue, associant plus largement les acteurs, c'est-à-dire les personnels enseignants, les personnels de direction, les acteurs médico-sociaux, les associations. C'est un enjeu majeur, nous le savons bien, et c'est pourquoi, avec les contrats d'AESH, vient un engagement de formation continue de 60 heures par an, qui doit évidemment, là aussi, fortement changer la donne. Ce dont je suis convaincu depuis le début, et c'est aussi un sujet dont nous parlons très fréquemment avec Sophie Cluzel, c'est que l'enjeu n'est pas seulement de former les accompagnants, même si il faut le faire, bien entendu, et c'est ce que je viens de dire, mais c'est aussi de former les professeurs et l'ensemble des personnels qui interviennent dans les établissements. Nous devons faire l'école inclusive comme M. Jourdain fait de la prose. Et donc, former à cet enjeu de l'école inclusive, c'est quelque chose qui doit être au cœur de la formation des professeurs. Ce sera quelque chose qui ira avec la réforme de la formation des professeurs que je porterai au début de l'année 2019. Et c'est quelque chose qui va donc, si j'ose dire, inclure l'école inclusive dans l'ADN de notre système scolaire. C'est quelque chose d'essentiel et c'est cette généralisation qui, à mes yeux, est peut-être le facteur le plus important, parce que nous ne devons pas considérer l'accueil des élèves en situation de handicap comme étant quelque chose qui se juxtapose à ce que fait l'école, mais comme quelque chose qui vient s'intégrer à ce que fait l'école, ce qui est tout à fait différent. Nous avons aussi développé, et nous continuerons à développer, les unités localisées pour l'inclusion scolaire, les ULIS, dont je propose que nous ne changions pas le nom pendant de nombreuses années, de façon à installer nos sigles de manière intelligible pour tous, parce que le domaine de l'accueil des élèves en situation de handicap souffre, comme d'autres domaines, de cette multiplication des sigles qui ne parlent qu'à ceux qui connaissent bien le sujet. Et je pense que c'est regrettable. Ça fait partie de ces choses qui gênent les bonnes évolutions et qui donnent le sentiment qu'on est sur quelque chose qui vient se juxtaposer au lieu d'être dans quelque chose qui vient s'intégrer. Mais en tout cas, les ULIS sont là, c'est un joli nom en plus. Et nous avons donc 253 nouvelles ULIS qui ont été créées à cette rentrée, dont 38 en lycée, ce qui permet de porter le nombre total d'ULIS en France à 8 814. J'en visite fréquemment, Sophie Cluzel aussi, et il est significatif que lorsque nous avons fait la rentrée scolaire avec le Président de la République et avec Sophie Cluzel en cette rentrée 2018, c'était à Laval, dans un collège, dans une ULIS. Nous avons passé plusieurs heures. Nous avons parlé avec les élèves, parlé avec les professeurs. Et une fois de plus, comme dans d'autres visites, ce que nous voyons, c'est évidemment des personnels extrêmement dédiés et une communauté éducative dans son ensemble qui est évidemment très concentrée sur l'objectif de réussite de ces élèves, des élèves heureux dans cette ULIS, des élèves en plein épanouissement, des élèves qui bénéficient de ce progrès des politiques publiques. Et ce que nous voulons, c'est qu'évidemment, tous les élèves puissent en bénéficier. L'expérimentation des pôles inclusifs d'accompagnement localisés est ce que on va appeler les PIAL, là aussi, essayons d'installer cela pour longtemps, est aussi, à mes yeux, quelque chose de très important qui vient de se passer en cette rentrée et qui préfigure des évolutions importantes du futur. D'abord parce qu'il s'agit d'être dans une logique d'approche territoriale et coordonnée entre l'ensemble des acteurs de l'inclusion scolaire. Nous expérimentons donc depuis la rentrée 2018 l'implantation de ces pôles inclusifs dans chaque académie de France. L'objectif d'une telle expérimentation, c'est d'améliorer l'accompagnement des élèves en situation de handicap dans un projet collectif
où s'élabore et s'articule l'évaluation des besoins, la diversité de l'offre de formation, la différenciation pédagogique et le projet d'établissement. Ces pôles permettent une organisation plus globale des aides humaines, pédagogiques, éducatives et thérapeutiques et mobilisent les enseignants pour mettre en œuvre des réponses adéquates au niveau de la classe, mais aussi au niveau de l'établissement. C'est là aussi un changement de paradigme, et je veux vraiment insister sur cela. Parce qu'aujourd'hui, si l'on regarde les efforts que nous faisons, sur le plan quantitatif, ces efforts sont en réalité très importants et tout à fait comparables à ce que font les pays considérés comme les plus en pointe sur l'accueil des élèves en situation de handicap. Lorsqu'on a autour de 80 000 personnels d'accompagnement, on est dans quelque chose qui, en réalité, sur le plan quantitatif, est assez satisfaisant. C'est lorsque l'on regarde les enjeux qualitatifs que l'on peut être moins satisfait. D'abord en raison de la nature des contrats, je l'ai dit, et nous sommes en train d'avancer, mais aussi au regard de nos processus d'organisation. Le système de prescription par les MDPH, puis d'exécution des décisions prises par les établissements et les écoles, n'est pas pleinement satisfaisant, et les PIAL sont faits pour faire évoluer ce modèle. Parce que nous devons raisonner de plus en plus au plus près du terrain, c'est-à-dire au plus près du besoin de l'élève, et donc de l'école et de l'établissement. Et ce que nous voulons au travers des PIAL, c'est que l'établissement soit lui-même beaucoup plus maître de la manière d'utiliser les moyens, de la manière de les répartir, de la manière aussi d'organiser la formation continue, de façon à correspondre aux réalités rencontrées. Il y a encore beaucoup trop de choses plaquées dans les réalités que nous vivons. Il y a encore beaucoup trop de phénomènes de file d'attente dans les phénomènes que nous vivons. Alors que ceci n'est pas rationnel. Ce qui est rationnel, c'est d'avoir des acteurs à qui on donne le pouvoir d'agir, avec des moyens importants, mais aussi une approche collective, c'est-à-dire un établissement qui est collectivement autour de l'élève, mais une institution scolaire, l'éducation nationale, qui est derrière l'établissement pour l'aider à accomplir cela, en lien évidemment avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les départements, que ce soit l'ensemble des collectivités locales, ou que ce soit les acteurs du monde de la santé et des affaires sociales, avec qui nous sommes évidemment dans une approche totalement intégrée de plus en plus et qui doit se traduire sur le terrain. C'est cet enjeu de transformation, qui est donc un enjeu de transformation quant à l'état d'esprit, je l'ai dit précédemment, mais aussi un enjeu de transformation quant à l'organisation que nous avons à l'esprit. Et pour cela, et c'est aussi ce qui nous réunit aujourd'hui, nous pouvons nous situer dans une dynamique internationale, c'est-à-dire être dans la volonté d'excellence sur ce sujet comme sur les autres, dans la volonté de progrès, dans la volonté de rehausser le niveau général dans un but de justice, d'équité, et de le faire en nous proposant comme modèle ce qui se passe de mieux dans chacun des pays du monde. La déclaration de Salamanque en 1994, la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2006, la ratification en 2010 sont pour nous des feuilles de route claires qui nous engagent. Aujourd'hui, nous nous inscrivons dans cette ambition pour réaliser concrètement une école pleinement inclusive. D'une manière générale, la comparaison internationale et la recherche sont des leviers de progrès des systèmes éducatifs. Et sur ce cas particulier du handicap, c'est une évidence. C'est pourquoi nous avons lancé des missions d'observation dans les différents pays qui sont représentés aujourd'hui, et nous éprouvons maintenant le besoin de cette rencontre. J'ai tenu, avec Sophie Cluzel, à ce qu'elle soit composée d'experts pour que nous puissions confronter nos expériences, appréhender très concrètement les moyens et les instruments mis en œuvre de la gouvernance ministérielle jusqu'à la classe, et identifier les obstacles et les leviers de réussite. Pendant ces 2 jours, ensemble, nous allons trouver des voies communes pour offrir à tous les élèves en situation de handicap une scolarisation de qualité. Nous attendons beaucoup de vous. Nous serons extrêmement attentifs aux conclusions de ces 2 journées. Lors du déplacement que nous avons fait au Danemark avec Sophie Cluzel, nous avons été frappés par le volontarisme de la politique mise en œuvre. Et donc je salue à mon tour l'ambassadrice. Nous avons vu que depuis 1993, les écoles sont obligées d'adapter leurs enseignements aux besoins des enfants afin de limiter les transferts en institutions spécialisées. C'est pourquoi 96% des élèves handicapés sont scolarisés en milieu ordinaire. Les déterminants du modèle inclusif danois sont une exigence professionnelle avec une attention particulière accordée à la formation des professeurs, et ça rejoint le point que je mentionnais tout à l'heure, et puis, et ça rejoint le point que je disais juste avant, une souplesse organisationnelle. La liberté pédagogique très large des communes et des établissements scolaires permet cela, et c'est aussi cela que nous voulons. Il doit y avoir quelque chose de naturel dans ce que nous allons faire passer comme état d'esprit.
Et ce qui est naturel, c'est la souplesse organisationnelle, c'est le fait d'être pragmatique. Et évidemment, si nous donnons plus de pouvoir aux établissements pour s'organiser, c'est ce pragmatisme au service des enfants qui sera à l'œuvre. Il y a évidemment d'autres pays que le Danemark qui sont des modèles intéressants. Le Portugal, bien entendu, et on va l'entendre. L'Italie a été un précurseur extrêmement intéressant. Le New Brunswick aussi, qui a été visité il y a peu par nous aussi pour regarder ce qui se passait. Le Canada en général, qui fait des progrès très intéressants. Et au-delà de ces quelques cas, je sais, les différents pays qui seront montrés aujourd'hui nous donneront une grande inspiration. Ce qui se joue au cours de ces 2 jours est donc essentiel. Vous le voyez bien au travers de ce que je veux vous dire ce matin. Ce qui se joue au cours de ces 2 jours, c'est cette bonne volonté dont je parlais aussi, c'est-à-dire la réunion des femmes et des hommes de bonne volonté autour de l'enjeu du handicap, au service des familles, au service des élèves, mais en réalité au service de notre école, parce que, je voudrais le dire en concluant, comme je l'ai dit en commençant, si nous réussissons l'école inclusive en France, et nous sommes à mi-chemin, si nous réussissons l'école inclusive en France, alors cela voudra dire qu'en réalité, nous aurons réussi tout simplement à avoir une meilleure école, cette école de la confiance, qui est en réalité l'axe de progrès sur lequel nous nous situons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et sans tarder, je vais passer la parole donc à la secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel. Merci de l'applaudir. Merci, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, cher Jean-Michel Blanquer, Monsieur le secrétaire d'État à l'Éducation du Portugal, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président d'Universcience, merci de nous accueillir. Je sais tout ce que vous faites sur l'accessibilité. C'est vrai que nous sommes vus il y a 2 jours pour ce forum, premier forum sur l'accessibilité de ce réseau qui est vraiment très important en France. Donc merci pour votre engagement. Monsieur le directeur de l'Agence européenne pour les besoins éducatifs et l'éducation inclusive, Mesdames et Messieurs les représentants des 14 délégations européennes et internationales, chère Madame l'ambassadrice et bien sûr notre amie Madame Beauchamp qui nous accompagne beaucoup sur cette école inclusive, Mesdames et Messieurs, c'est un très grand plaisir, un très grand honneur d'être ici avec le ministre Blanquer sur ce sujet que nous portons ensemble vraiment depuis le début de ce gouvernement, main dans la main vraiment pour changer la donne sur cette école inclusive, mais pas que Jean-Michel Blanquer, aussi tous les autres ministres, et notamment Frédérique Vidal dans la continuité du parcours de cette école inclusive que nous appelons. Nous avons imaginé en fait cette dernière étape de notre parcours en Europe, au Canada, parce que c'est vrai que nous avons cheminé dans beaucoup de pays pour vraiment pouvoir mettre en exergue ces bonnes pratiques inclusives, parce que c'est en essaimant, en donnant envie, que nous allons tous y arriver ensemble. Le gouvernement français s'est engagé collectivement, derrière le président de la République, à faire du handicap une priorité du quinquennat. Cher Jean-Michel Blanquer, vous l'avez rappelé, mais je pense que le réaffirmer jour après jour, c'est vraiment montrer cet engagement. Le handicap, c'est l'affaire de chacun, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas du tout que l'affaire du secrétariat d'État au handicap. Et c'est un engagement fort qui se voit au quotidien auprès de mes différents collègues. Les interventions de Monsieur le directeur de l'Agence européenne pour les besoins éducatifs et les différentes délégations de l'Union européenne, du Nouveau-Brunswick, du Québec, ne manqueront pas de venir enrichir notre approche d'éducation inclusive. Merci vraiment par avance pour vos précieuses interventions. Je tiens à remercier tout particulièrement l'investissement des équipes de la délégation aux relations européennes internationales et à la coopération, celle du ministère de l'Éducation. Chère Martine Cariglio, merci beaucoup pour votre investissement en tant que haut fonctionnaire aussi, parce que chaque ministre a auprès de lui un haut fonctionnaire en charge de cette société inclusive que nous voulons dérouler. Et c'est bien la preuve que c'est l'affaire de chacun. Je voudrais aussi saluer chaleureusement l'animatrice de ces journées, donc Annette Gerlach, et tous les modérateurs, parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de travail autour des différentes tables et des tables rondes, et je pense que c'est important d'échanger justement auprès de ces bonnes pratiques. L'approche inclusive, elle dépasse largement la question du handicap. C'est pour cela qu'elle est intéressante. Et vous l'avez rappelé, cher Jean-Michel Blanquer, c'est important de voir que le handicap, en fait, est le fer de lance d'une transformation sociétale, de faire toute sa place à la diversité, aux singularités de chacun pour s'enrichir mutuellement. Nous appartenons en effet tous à une communauté humaine, unique, handicap ou non. Nous sommes les mêmes. Comme le dit très bien le professeur Charles Gardou, il n'y a pas de vie minuscule.
Reconnaissant notre égale valeur humaine, la question qui se pose est alors de savoir comment vivre ensemble, égaux en valeur humaine et différents par notre diversité. Quel modèle de société le permet? Eh bien, la société inclusive est une société qui permet la participation sociale pleine et entière de ses citoyens, en situation de handicap ou non, dans toute leur diversité, et qui, pour ce faire, serait en mesure de prendre en compte les spécificités de chacun. Entrer en la matière par le prisme du handicap me paraît une première étape intéressante pour envisager cette société inclusive. Une société qui garantit l'accès à tout pour tous, l'inconditionnalité et l'effectivité des droits. Le handicap ne peut plus être une objection. Une société de la prise en compte du handicap dans toutes ses composantes et plus seulement de la prise en charge à part. Une société qui reconnaît, et j'y tiens beaucoup, l'expertise des personnes en situation de handicap et de leurs parents sur laquelle nous devons nous appuyer. Leur autoreprésentation qui est porteuse de projets inclusifs. Leur autonomie, même si elle nécessite un accompagnement et surtout une approche éthique. Leur pleine citoyenneté avec, par exemple, l'exercice du droit de vote, y compris pour les majeurs protégés. Alors comment accélérer pour y parvenir plus vite? Cette perspective, elle n'est pas hors de portée, comme l'illustrent de nombreuses initiatives inclusives exemplaires. Nos territoires sont riches, certains de très longue date. Je pense au lycée des Bourdonnières, à Nantes, dans lequel je me suis rendue après la rentrée, qui dispose de l'établissement d'un plateau technique médico-social pluridisciplinaire et d'infrastructures remarquables permettant aux élèves en situation de handicap d'être tout simplement des élèves et de progresser comme les autres. C'est un exemple parmi de nombreux autres qui doivent pouvoir se généraliser à l'ensemble du territoire. Pour autant, vraiment, nous vivons encore dans une contradiction, celle qui consiste à vouloir une société inclusive tout en particularisant le handicap. On réduit trop souvent les personnes en situation de handicap à leurs troubles, à leurs dysfonctionnements, en contradiction, souvent au détriment de la reconnaissance de leur potentialité, de leur valeur augmentée pour la société, de leur pleine humanité. Et en pensant souvent compensation du handicap avant conception universelle de l'accessibilité et adaptation de l'environnement de vie. Pour réussir ce virage inclusif, nous devons donc entamer une transformation profonde, et vous l'avez souligné, de notre approche dans tous les domaines. La question du handicap présente l'avantage d'être un moteur transversal de transformation. De l'accueil du jeune enfant, de notre système éducatif, de nos politiques d'accès à l'emploi, mais également le loisir, l'engagement, la culture, le sport, et bien sûr sans oublier la question du logement, du transport, de l'accès aux soins et du vieillissement. C'est donc une politique de long terme qui s'engage, même si nous savons que les besoins non satisfaits sont importants dès aujourd'hui dans chacun des domaines de vie. Pour y parvenir, nous avons, et le gouvernement a plusieurs leviers. D'abord, faire du handicap une responsabilité pleinement partagée par l'ensemble des départements ministériels, je l'ai dit, c'est une question qui traverse vraiment tous les ministères et c'est bien pour ça que le président de la République et le Premier ministre ont souhaité rattacher le secrétariat d'État auprès du Premier ministre avec un comité interministériel du handicap que nous allons enfin pouvoir réunir, qui a été reporté suite au remaniement, qui va certainement intervenir dans les prochains jours, avec un réseau de hauts fonctionnaires, avec un secrétariat général de ce comité interministériel qui anime toute notre politique. Donc toutes les énergies institutionnelles, territoriales, associatives ou individuelles qui souhaitent vraiment porter cette transformation profonde sont les bienvenus, c'est l'affaire de tous. Deuxièmement, un autre levier, c'est changer notre regard et former des cultures professionnelles ensemble. Nous ne pouvons plus réduire les personnes à leur altération, leurs limitations ou leurs restrictions. Nous devons au contraire révéler leurs compétences, leur potentiel et ce qu'elles peuvent apporter à notre société. C'est ainsi, et je pense que comme nous avons 13 délégations, c'est important de le ressouligner, que le 26 avril dernier, nous avons fait du duo-D, idée qui était née en Irlande, et je salue nos amis irlandais, en 2008, sous la dénomination Job Shadow, et organisée dans de nombreux pays européens à la même date, une journée de mobilisation internationale pour donner à voir les potentialités des personnes en situation de handicap auprès des chefs d'entreprise, des ministres, du président de la République, des députés, des sportifs, des médias. Plus de 5000 duos avaient été formés et cette initiative a été même marquée, comme je le dis, par la participation du président de la République et du Premier ministre. Nous allons l'amplifier
Pour l'édition 2018, qui se déroulera le 16 mai, j'invite les différentes délégations présentes aujourd'hui à Paris à amplifier cette belle initiative et à le porter sur un vrai projet européen et international. Nous avons besoin de leaders d'opinion pour changer ce regard, et à ce titre, la mobilisation des médias, la visibilité des personnes en situation de handicap dans l'audiovisuel sont déterminantes. Pour changer le regard, il faut montrer les personnes et les faire parler. Nous devons surtout former l'ensemble des cultures professionnelles pour faire évoluer leur perception. J'ai pu intervenir en ce sens lors du colloque international sur les formations croisées, organisé le 7 juin à Nîmes par l'INSHEA, que je salue, qui coopère avec l'Agence européenne. J'interviendrai les 16 et les 30 novembre à l'invitation de l'École supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de Poitiers, en conférence de clôture du séminaire de la formation de la promotion 2017 des personnels de direction du ministère de l'Éducation nationale. C'est en irriguant vraiment cette coopération et ces formations croisées que nous allons pouvoir travailler sur cette culture commune. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer de pouvoir voir que l'ensemble des réunions, des séminaires, à chaque fois que vous organisez une réunion, que ce soit des recteurs, des inspecteurs, cette thématique de l'école inclusive et de la place des élèves handicapés au sein de cette école est à chaque fois rappelée. Et je pense que c'est ainsi, en répétant, c'est de la pédagogie, la répétition, que l'on pourra faire changer la donne vraiment dans la prise en compte des besoins éducatifs des enfants à besoins éducatifs particuliers. Je pense que ce troisième levier que nous avons, c'est l'adaptation de l'environnement avant toute compensation. Faire en sorte de scolariser tous les enfants à l'école de la République en passant par la même porte. C'est avec le changement de regard, pour moi, la mère de toutes les batailles. Il faut que les fratries, main dans la main, puissent rentrer sous le même portique de l'école de la République. Et après, nous avons des réponses diversifiées. C'est toute la philosophie de la personnalisation des parcours qui est en jeu. C'est un enjeu fondamental pour les enfants en situation de handicap, pour les familles, et ainsi ils vont s'ancrer dans notre société en partageant les bases éducatives. Il ne faut pas ignorer qu'une des causes de la difficulté d'embaucher les personnes vient du faible niveau de leur qualification. C'est tout l'enjeu de la qualité du parcours scolaire sur lequel il nous faut travailler. C'est un investissement dans le temps et il démarre vraiment depuis de nombreuses années, comme il a été rappelé, mais il nous faut l'amplifier. Cette scolarisation ensemble, elle répond aussi à un besoin impérieux d'éducation des autres enfants, de leur famille, à la connaissance, l'acceptation et la reconnaissance de la différence. Les enfants ayant partagé leur scolarité avec un jeune camarade ayant des difficultés auront un regard à jamais changé, positif, et seront surtout embaucheurs dans leur futur parcours de manager s'ils en ont un. Pour réussir vraiment cette école inclusive, il faut donc changer de paradigme, ça a été dit, former, accompagner l'ensemble de la communauté éducative, mettre enfin en place les plans inclinés du savoir, comme le dit si bien le professeur Charles Gardou. Il nous faut également déplacer le centre de gravité du médico-social au sein des murs de l'école. J'y reviendrai. Rapidement, pour vous donner l'enquête famille, plus de 6500 familles qui ont répondu de la mission nationale Accueil de loisirs et handicap, présentée en juin 2018, qui montre l'impact familial, social, professionnel, non pas seulement du handicap de l'enfant, mais surtout des surhandicaps générés par des dispositifs morcelés qui engendrent ces ruptures de parcours. Le rapport Plus simple à vie du député Adrien Taquet et du conseiller Jean-François Serre partage ce même constat, 113 propositions. Nous allons aller vers des simplifications majeures qui seront annoncées lors du comité interministériel du handicap très prochainement pour arrêter régulièrement de demander aux personnes de justifier de leur handicap, quand bien même leur altération est souvent définitive. Juste pour vous rappeler, mais vous le savez, ma fille de 22 ans, trisomique, me dit « Mais est-ce qu'ils n'ont pas encore compris à la maison des personnes handicapées que je suis trisomique et que je le serai toute ma vie ?» Si on passait à autre chose et qu'on m'aide plutôt à mettre en place mes projets personnalisés plutôt que de devoir prouver mon handicap, c'est bien ça vers lequel on va. Avec le Premier ministre, nous allons annoncer des mesures fortes qui vont simplifier la vie, avec l'octroi de droits à vie pour certains handicaps qui sont vraiment avérés et qui n'ont malheureusement pas la chance de pouvoir être guéris le lendemain. Penser adaptation de l'environnement avant compensation ne doit pas pour autant nous conduire à négliger la compensation, dont je souhaite réouvrir les travaux, comme le préconisent d'ailleurs tous les rapports précédents. Agir tôt pour favoriser le développement des enfants en situation de handicap et leur permettre de rentrer pleinement dans les apprentissages dès 3 ans, avec ce beau projet de la scolarisation en maternelle dès 3 ans,
les enfants handicapés vont en bénéficier largement. C'est ainsi que nous avons aussi, avec Agnès Buzyn, mis en place la préconisation d'agir tôt, intervention précoce, dans une volonté de socialisation des tout-petits. Nous avons renforcé l'accès aux établissements d'accueil des jeunes enfants par un bonus inclusif incitatif. Droit commun accompagné, c'est vraiment ce vers lequel nous voulons aller dès le plus jeune âge. La rentrée en maternelle, Monsieur le ministre, vous la proposez très bientôt. Je pense que permettre aux enfants en situation de handicap dès 3 ans vont pouvoir leur permettre de baigner dans un bain de langage ordinaire et surtout, permettre à leurs parents de reprendre une vie professionnelle. Et donc, c'est du gagnant-gagnant pour l'ensemble de la société. La stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, qui prévoit que tous les enfants nés en 2018 soient scolarisés en 2021, s'inscrit parfaitement dans cet enjeu. Elle prévoit le développement d'unités d'enseignement maternel. Il va nous falloir trouver aussi un nom qui soit un peu plus parlant, qui permettra de faire coopérer dans les classes à effectifs réduits, à 7 élèves, un enseignant avec des personnels spécialisés, psychologues, éducateurs, qui permettront non seulement de concourir à la scolarisation, mais également de limiter ce surhandicap et donc toutes les conséquences lorsque les enfants entrent trop tardivement dans le développement de leur habileté sociale. Je suis personnellement convaincue de la pertinence de cet outil dans la palette de ceux destinés à favoriser la réussite scolaire du plus grand nombre par des offres de scolarisation variées. Déplacer le centre de gravité du médico-social pour favoriser son appui sur les lieux et les parcours de vie ordinaire, notamment des élèves en situation de handicap. Nous avons besoin plus que jamais de ressources professionnelles spécialistes pour concourir au développement et l'accès aux apprentissages du plus grand nombre. Il s'agit de nouer des alliances de compétences au service de la réussite de parcours. Pour cela, nous avons donné et réaffirmé conjointement avec le ministre des instructions et des ambitions très claires. Que toute nouvelle offre d'accompagnement ne puisse être autorisée qu'au sein d'un groupe scolaire, que la part des services atteigne 50% au terme du plan par rapport à l'offre des établissements médico-sociaux, que le taux de scolarisation à l'école des enfants des établissements spécialisés soit porté à 50% en 2020, 80% au terme des programmes régionaux. On a une ambition très forte que cette école s'ouvre à tous. Nous avons signé des conventions avec l'Agence régionale de santé, Auvergne-Rhône-Alpes et les 3 académies de Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon, qui déclinent très précisément le pilotage et que nous allons pouvoir essaimer et qui ont été relayés par le ministère de l'Éducation nationale. Nous en avons reparlé lors de la précédente réunion de recteurs. Donc une ambition forte. J'ai vu au Québec, par exemple, des établissements dans lesquels tous les enfants entrent par cette même porte, des associations vraiment qui sont présentes, des personnels médico-sociaux qui sont là, une vraie communauté éducative, des regards croisés au service du parcours, ça existe. Ça existe en France déjà, je l'ai rappelé, mais ça existe dans beaucoup d'autres pays et c'est cela qu'il nous faut montrer. Il faut plutôt que de réhabiliter par exemple une institution spécialisée éloignée de la vie scolaire, l'implantation au cœur d'un établissement scolaire en projet, dans le cadre de la construction d'un nouveau quartier, peut constituer une bien meilleure réponse de proximité. Nous devons généraliser ces projets. Dans cette logique, le gouvernement, les équipes académiques, les chefs d'établissement doivent ainsi favoriser le développement de ces initiatives. Et pour cela, il faut qu'elles prennent la forme de mise en réseau, de conventions, qu'on soit beaucoup plus. Et vous avez parlé aussi, Monsieur le ministre, de campus inclusifs. Ça sera très intéressant, qui favorise l'intervention d'équipes mobiles dans les établissements. Dans la perspective de soutenir l'essaimage de ces initiatives, je souhaite constituer un groupe d'experts composé de parents, dotés d'une expertise d'usage, de fédérations nationales d'associations gestionnaires, et j'en vois dans la salle, qui sont particulièrement impliqués dans l'accompagnement des jeunes en situation de handicap. Il nous faut recenser les initiatives territoriales, déterminer comment la coopération s'est organisée, quels sont les freins, quels sont les leviers, partir du vécu pour pouvoir après bâtir cette politique publique et accompagner les équipes. Ces travaux vont s'enrichir déjà d'ambitions qui ont été inscrites dans les différentes stratégies, des unités d'enseignement externalisées dans des établissements médico-sociaux dans les écoles. Il faudra qu'on arrive à leur trouver un nom un jour parce qu'on bute souvent là-dessus. En 2020, la stratégie autisme et le fer de lance de cette transformation s'est inscrit dans le marbre, dans les différents ministères, donc nous allons y arriver.
coopération systématique et transformer bien sûr progressivement les établissements médico-sociaux en plateforme de services et de ressources d'accompagnement des élèves handicapés en appui des écoles. Je veux dire que l'intervention des professionnels, eh bien, se pratique dans de nombreux pays de façon différente. Aujourd'hui, dans beaucoup d'autres pays, il est très courant que les enseignants coopèrent avec les rééducateurs au sein de l'école. Nous l'avons vu lors de la visite de l'école Öster-Farimagsgad à Copenhague avec Jean-Michel Blanquer, par la qualité du centre de ressources et de formation pédagogique intégré à l'école qui nous a été présenté. D'ailleurs, il s'agissait d'une approche développée à Édimbourg. On voit bien là l'efficience de la coopération européenne qui essaime d'un pays à l'autre. Ce centre, il est composé d'une équipe pluridisciplinaire, interagit avec les professionnels de l'établissement scolaire, avec les enseignants au quotidien, avec des compétences très diverses, psychologues, psychomotriciens, orthopédagogues. Il y a énormément de palettes. Sa présence permet aux enseignants de cet établissement de mettre en œuvre les projets personnalisés et de manière très précise, réajuster au quotidien, autant que de besoin, les interventions des uns et des autres. Ce qui est très important, c'est que cela permet aux parents de reprendre une activité professionnelle, car tout se fait dans une même unité de lieu. Cette approche inclusive exemplaire, elles sont voisines de ce qui existe déjà chez nous, par exemple à Nantes, cette petite pépite qui depuis 30 ans, il nous faut essaimer. Monsieur le ministre, vraiment, il faut qu'on puisse donner de l'ampleur. Et puis faire connaître, bien sûr, ce qui marche et ce qui ne marche pas, et voir comment on peut améliorer cela. Nous avons besoin, en agissant sur tous ces leviers, c'est comme ça que nous pourrons ensemble construire l'école inclusive de demain. Cette coopération, bien sûr, elle nécessite tout simplement de prévoir l'implantation des dispositifs de scolarisation adaptés et diversifiés à travers ces pôles d'inclusion scolaire que nous sommes en train d'essaimer. Il faut penser aussi coopération du médico-social. Et bien sûr, il nous faut intégrer les nouvelles technologies au service de l'autonomie des personnes. Je voudrais juste conclure en disant que ce qui m'a personnellement marqué lors de nos visites en Italie, en Espagne, au Danemark, en Suède, au Canada, je n'ai pas encore eu le temps d'aller au Portugal, mais j'irai certainement, c'est que nos pays hôtes, en fait, ont développé des politiques inclusives qui ne profitent pas non seulement, qui profitent non seulement aux élèves à besoins éducatifs particuliers, mais à tous les élèves. C'est cette mixité, cette espèce de courant perpétuel qu'il y a entre les élèves différents qui m'a frappé de voir qu'en fait, les réponses particulières servaient à tous les élèves. C'est l'implication des chefs d'établissement, leur autonomie dans leur gestion des moyens et de leurs ressources. La coopération, elle est au sein des établissements scolaires, qui a vraiment pour objectif d'adapter l'environnement et les pratiques pédagogiques au jour le jour, matière par matière. Et bien sûr, les moyens en compensation, comme par exemple les aides humaines dans ces pays, sont souvent financés au niveau des communes ou des agglomérations de communes qui sont associées au processus de coopération. Donc cette réalité de coopération avec les collectivités territoriales, elle prend toute sa place et toute son ampleur. Un dernier mot à l'attention des délégations européennes et internationales qui participent au colloque. Nous avons été saisis en France par des organisations non gouvernementales qui souhaitent que nous nous engagions et que nous engagions ensemble une réflexion internationale sur la création du statut international de l'étudiant en situation de handicap pour faciliter leur mobilité internationale en prenant en compte leurs besoins spécifiques. Cette idée nous séduit et j'aimerais vous proposer de porter cette intention et de coopérer ensemble pour engager la communauté internationale dans cette perspective, car après l'école, c'est bien les études supérieures qu'il nous faut rendre inclusives. Merci beaucoup et très bons travaux. Merci beaucoup, Sophie Cluzel. Et je sais, João Costa, vous savez déjà, nos deux ministres sont très pressés, c'est clair. D'autres devoirs vous appellent. Donc, merci beaucoup de nous faire donc, profiter de votre inspiration portugaise dans un temps relativement limité. Merci d'applaudir donc le secrétaire d'État portugais de l'Éducation, M. João Costa. Monsieur le ministre, Madame la secrétaire d'État, toutes les délégations qui sont ici présentes, les membres du corps diplomatique, je vous remercie énormément l'invitation pour être ici avec vous, pour partager. Ce sujet est très difficile et nous apprenons mieux quand nous travaillons ensemble et le chemin est plus facile quand on le fait accompagner. Je vous félicite pour cette conférence, pour l'initiative et le premier exercice d'inclusion sera
votre bonne volonté d'entendre parler français quelqu'un qui n'a pas parlé français depuis 25 ans. Mais je ferai mon mieux. Au Portugal, nous sommes en train d'implémenter une nouvelle loi sur l'inclusion en contexte scolaire. C'était un procès long, partagé. Nous avons écouté tous les gens qui avaient des intérêts sur ce domaine. Et le chemin que nous faisons au Portugal, c'est un chemin qui a plus ou moins 60 années. Nous avons commencé avec les jeunes et les enfants qui avaient des handicaps et ils restaient chez eux. Ils ne pouvaient pas sortir, il n'y avait pas de place où vivre et se développer. Et aux années 60-50, il y avait un réseau de collèges, institutions d'éducation spéciale qui était le premier espoir pour ces enfants, mais ils étaient isolés, ils étaient ségrégés. Au début de ce siècle, nous avons réussi à déplacer ces étudiants et les intégrer dans nos écoles. Nous sommes aujourd'hui un des pays du monde avec le plus haut taux de scolarisation des étudiants avec des handicaps. 97% des jeunes et des enfants avec handicap sont dans nos écoles, mais ça ne signifie pas que nous avons vraie inclusion. Nous avons de l'intégration. Le chemin, le prochain pas, c'est de faire de l'inclusion, de n'avoir pas des espaces physiques et curriculaires ségrégés dans nos écoles, mais d'avoir ces étudiants dans la classe avec les autres. Ce que nous faisons, c'est tout d'abord avoir une approche sur l'inclusion qui n'est pas centrée aux handicaps. C'est centré aux barrières aux apprentissages. Et les barrières peuvent devenir des handicaps, mais aussi des conditions socio-économiques, du fait qu'un élève est un réfugié qui est récemment arrivé au Portugal, des conditions familiales et transitoires d'indisposition psychologique ou émotionnelle. Et ce que nous faisons, c'est identifier les focus d'exclusion. Donc, le principe de cette législation, c'est d'identifier ce qui fait qu'il y a des élèves qui ne sont pas inclus et qui ne sont pas capables de réussir les mêmes apprentissages que ses collègues. Donc, ce que nous faisons, c'est partir d'un dessin universel de l'apprentissage, avoir une approche multiniveau avec des mesures qui sont universelles, elles sont pour tous les élèves, et après, quand ces mesures ne sont pas suffisantes, on avance pour mesures plus sélectives, mesures additionnelles, pour un regard qui voit tout ce qui est nécessaire pour les élèves. Ça, c'est très important parce qu'on départ d'un modèle qui était plutôt clinique et basé sur la référence clinique pour un modèle qui est personnalisé et ajouté aux besoins individuels de chaque élève. Donc, ce que nous disons, c'est que l'inclusion n'est pas un travail de catalogation, de référenciation, c'est plutôt un travail de définir dans une approche multidisciplinaire, avec le regard de l'enseignant de l'éducation spéciale, mais aussi du professeur qui est en charge de la classe et des équipes de santé locale et des parents, avec un grand engagement des parents dans le dessin des plans d'éducation individualisée, pour garantir que ces élèves ont des réponses qui sont dessinées pour chaque étudiant. Donc, nous avons un modèle qui adresse tous les étudiants et chaque étudiant dans son individualité. Ça implique aussi des changements sur les manières comme on regarde le groupe. Nous avons enlevé de toute la législation un concept qui était très populaire au Portugal, les classes d'homogénéité.
Je dis toujours, je suis myope, et quand j'enlève mes lunettes, vous devenez tout homogène. Mais je ne vois pas la différence, je ne vois pas la richesse et la beauté, la différence. Donc, j'apprends rien quand j'enlève mes lunettes. Donc, l'hétérogénéité, la diversité, c'est une richesse, ce n'est pas un problème. Donc, avoir des classes hétérogènes, c'est le chemin pour avoir la vraie inclusion. Ce modèle que nous sommes en train d'implémenter maintenant invite les écoles à développer une culture d'inclusion. Ça signifie que la tâche d'inclure n'est pas la tâche d'un secteur de l'école, c'est la tâche de toute l'école. C'est la tâche de l'engagement de tous les parents et pas seulement des parents des étudiants avec un certain handicap. C'est la tâche de tous les étudiants qui doivent comprendre qu'ils avancent et ils deviennent meilleurs étudiants et meilleurs citoyens s'ils habitent le même espace des gens qui ont des difficultés. L'approche que nous développons, c'est une approche multidisciplinaire avec des équipes multidisciplinaires pour faire l'évaluation, le diagnostic de chaque situation. C'est, comme je disais, une approche avec des niveaux multiples, avec l'engagement des parents, avec l'identification pendant les 3 dernières années de scolarisation d'un plan individuel de transition pour la vie active et même pour la persécution des études vers l'université. Et il est nécessairement lié à un regard sur le curriculum. Cette loi a été approuvée en même temps qu'une loi sur une réforme curriculaire qui a comme un des principes l'évaluation formative, inclure les dimensions socio-émotionnelles comme un des principes et un des buts du curriculum, avec un rôle très important pour les arts et l'éducation physique. Ça, ce n'est pas un détail. Les arts et l'éducation physique, c'est parfois la première expérience de succès pour certains élèves, et ce sont les domaines du curriculum qui ont des leçons à donner à tout le monde sur l'inclusion, parce que tous les élèves jouent un rôle dans les classes d'art, d'éducation artistique et d'éducation physique, et un principe qui est tous les enfants peuvent apprendre. Tous les enfants ont la capacité d'aller plus loin. Donc, cette réforme curriculaire a une approche sur l'inclusion qui est une approche curriculaire. Ce n'est pas une approche seulement basée sur les ressources additionnelles. Je finis vous disant que cette réforme n'est pas facile. Hier, nous avons eu une adoption parlementaire parce que ce que nous proposons, c'est un changement de mentalité. Et ça ne se fait pas avec une loi, ça ne se décrète pas. Ça se construit toujours avec les bonnes pratiques, avec les bonnes expériences, avec le partage d'expériences comme ce que nous faisons ici dans cette conférence, mais avec une conviction très forte, c'est que l'histoire de la démocratie est l'histoire de l'inclusion. Donc, chaque fois qu'on inclut un groupe, une personne, on avance sur la construction d'une meilleure société basée sur la démocratie. Et nous vivons des moments auxquels la démocratie est en menace. Donc, avancer sur l'inclusion, c'est construire une démocratie plus solide. Un principe qui n'est pas très bien compris sur notre changement de législation, c'est que nous avons abandonné l'étiquetage élèves avec des besoins spéciaux. Ce que nous disons, c'est que tous les élèves sont spéciaux, parce que nous avons tous des besoins spéciaux. Donc, l'individuation, c'est le principe de cette loi. Se sentir bien en école, c'est le principe et le but de notre réforme curriculaire. Et pourquoi ? Parce que l'inclusion, c'est sur appartenance.
Et si je ne me sens pas part de mon école, je ne serais pas capable d'apprendre. Donc l'appartenance, c'est le principe d'inclusion pour garantir se sentir bien que nous voulons pour tous les élèves. Merci pour m'avoir invité et je vous souhaite un très bon séminaire aujourd'hui. Merci beaucoup, João Costa, pour ces mots tout à fait inspirants. Et j'aime beaucoup votre idée que chaque pas pour l'inclusion, c'est aussi un pas pour notre démocratie. Je pense que ça peut être un des mots d'ordre pour tous les travaux qui nous restent à faire. Pour l'instant, ce qui nous reste à faire, c'est de faire une petite pause. Donc, merci de revenir ici dans 30 minutes pour la poursuite de nos travaux. Merci beaucoup et à tout de suite. Et merci à Madame Cluzel et Monsieur João. Merci de les applaudir.